J'ai passé des années à parcourir la Chine pour visiter des entreprises technologiques de pointe. Aujourd'hui, je suis en Silicon Valley pour chercher une réponse à une question qui me préoccupe depuis longtemps. Alors que la Chine prend de l'avance dans la robotique et l'intelligence artificielle, que construit l'Amérique en réponse? Pour le découvrir, on m'a donné un accès exclusif chez Knightscope. Une entreprise qui conçoit déjà des robots de sécurité autonomes patrouillant dans des entreprises et infrastructures critiques aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons donc entrer dans l'usine. Nous allons rencontrer les constructeurs de ces machines et échanger avec le PDG William Li. Pour vous raconter comment la robotique et l'IA transforment la sécurité et l'avenir de notre monde. Eh bien, tout le monde, nous sommes ici dans le garage du siège de Knightscope et nous rencontrons William Li. Il est le PDG et c'est vraiment passionnant parce que j'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur ces robots que tu as ici, Bill, parce que tu as développé une technologie incroyable. Nous étions dehors, en train de surveiller ce bâtiment parce qu'il est sécurisé, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tu as des robots incroyables ici. Je suis toujours fasciné par ça parce que je voyage à travers le monde, je passe beaucoup de temps en Chine. La Chine fait des choses incroyables avec les robots, mais je suis toujours curieux de savoir qu'est-ce qu'on fait ici aux États-Unis en réponse. Votre entreprise utilise l'IA, la robotique et renforce la sécurité nationale. Parlez-nous donc plus de ces deux unités. Absolument. Donc l'une des choses les plus importantes, c'est comment pouvons-nous appliquer la technologie pour réellement améliorer la société. C'est donc une combinaison très unique de technologies autonomes, de capacités lidar, sonar et radar, odométrie visuelle, pour pouvoir fournir un moyen de dissuasion physique. Donc, l'un des aspects, tout le monde se concentre sur la technologie, mais l'aspect humain intéressant, c'est qu'être physiquement présent peut en fait empêcher beaucoup de comportements négatifs avant même qu'ils ne commencent. C'est comme si je garais une voiture de police devant chez vous ou votre bureau, le comportement criminel change. C'est ça. En arrivant sur un parking, vous voyez une machine de 5 pieds de haut et de 400 livres, marquée police ou sécurité, se déplacer seule et peut-être vous saluer. Vous pensez alors, je vais plutôt voler une voiture ailleurs. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui se passe avec nos clients partout dans le pays. Donc, nous voulons développer cela. Voici le robot de sécurité autonome K5. Ce petit bijou, c'est le tout nouveau robot de sécurité autonome K7, que nous allons commencer à produire ici au cours du 4e trimestre. Nous avons une très longue liste d'attente de clients potentiels. Et celui-ci est conçu pour gérer des environnements beaucoup plus vastes, c'est ça. Là où il faut sécuriser le périmètre. Ce n'est pas pratique d'installer des capteurs tout le long de la clôture ou autre. Il peut aller jusqu'à 16 km/h. Il offre de nombreuses fonctionnalités que nous présenterons aujourd'hui. Oui, fantastique. Ce qui est incroyable ici en visitant le siège de Knightscope, c'est que c'est un excellent cas d'étude et probablement le bâtiment le plus sécurisé de la Silicon Valley. En arrivant aujourd'hui, on a vu celui-ci patrouiller sur le parking. Derrière nous, le K5 est aussi venu me saluer à mon arrivée. C'est vraiment incroyable à voir. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, tout le monde, on va vous emmener dans les coulisses, vous montrer tout ce que vous devez savoir sur ces robots. Mais surtout, on va avoir l'occasion de s'asseoir avec le PDG lui-même et vous faire découvrir tout ce qu'il faut savoir sur Knightscope. J'ai hâte d'y être. C'est la colle qui unit la force de sécurité autonome, un jumeau numérique. Si vous ignorez ce terme, il s'agit d'une représentation 3D, par exemple d'une usine que vous voulez construire. Où placer les machines? Où placer les robots? Quelle est l'ergonomie de la situation, etc. Tout cela est encapsulé dans un jumeau numérique avant que vous ne construisiez cette usine à plusieurs milliards de dollars. L'une des choses intéressantes que notre technologie peut faire, c'est détecter un appareil mobile dans la zone. Donc la caméra ne l'a pas vu, le lidar ne l'a pas vu, l'humain ne l'a pas vu. Nous avons détecté un appareil mobile dans la zone, apparemment sur le point de franchir le périmètre. Je ne suis pas sûr que ce soit une personne, mais il y a bien un appareil. Je vais donc demander à la caméra du bâtiment de se tourner. En fait, je pense que je vois peut-être une personne. Et ensuite, je vais appeler le robot pour qu'il vienne résoudre ce problème automatiquement pour moi. D'accord, donc maintenant, vous avez la machine qui parle à l'appareil fixe ici, qui parle à l'autre appareil, en disant « Eh les gars, j'arrive. Voici la vidéo de ce que je vois. J'ai détecté une personne. J'ai aussi détecté une personne. » Et donc maintenant, mon niveau de confiance corrige les faux positifs dont nous parlions tout à l'heure, où 90% des informations sont incorrectes. Si 3 appareils confirment, c'est bien une personne. J'ai un balayage thermique, j'ai la reconnaissance faciale, j'ai la détection de personnes sous plusieurs angles. Maintenant, mon niveau de confiance est presque à 100%. Alors pourquoi cette machine ne pourrait-elle pas simplement dire « Hey, il est 2h22 du matin, vous êtes en infraction, veuillez quitter les lieux, d'accord ?»
Dans beaucoup de cas, cela peut se résoudre automatiquement, littéralement régler le problème. Et aucun humain n'a besoin d'intervenir dans le processus. Et c'est ainsi que la technologie peut vraiment faire une grande différence dans les opérations de sécurité sur site. Et pratiquement personne au monde ne fait cela. Eh bien, tout le monde, nous avons un épisode très spécial aujourd'hui car je suis accompagné de William Li, qui est le PDG et fondateur de Knightscope. Ravi de vous voir ici, Monsieur Li. Le siège ici. Merci d'être venu dans la Silicon Valley et de passer la journée avec nous. C'est un réel plaisir. Je suis ravi de cette interview car nous couvrons de nombreuses entreprises dans le monde entier. Mais c'est génial parce qu'il est toujours important de venir voir par soi-même et d'avoir l'occasion de rencontrer le PDG. Et je suis vraiment enthousiaste à l'idée de parler de Knightscope parce que je pense que vous essayez vraiment de résoudre l'un des plus grands problèmes que nous voyons dans le monde, surtout ici aux États-Unis. Alors, Monsieur Li, quel est le plus grand problème de sécurité actuellement aux États-Unis? C'est extrêmement fragmenté, sans véritable gestion, et ce n'est pas la partie la plus technologiquement avancée de notre économie. Et elle est mûre pour une disruption. L'une des choses que j'aime vraiment partager avec les gens, pour vous donner un point de vue géopolitique ou macroéconomique, en dehors de nos frontières, les États-Unis sont exceptionnels. Nous avons un budget de 1000 milliards de dollars avec le secrétaire à la défense aux commandes. Nous donnons en plus de 2 millions de soldats tous les niveaux de capacité que vous pouvez imaginer, à portée de main, n'est-ce pas? Et si vous voulez un nouveau sous-marin, un nouveau chasseur à réaction, un nouveau char, peu importe ce que c'est. Pour un nouveau drone ISR, le processus d'innovation est trop long et peut ne pas vous plaire. Ça coûte trop cher, peu importe, mais au bout du compte, il en sort beaucoup de choses utiles pour un soldat. Aussi patriote que je sois, notre pays est structurellement défaillant. Peu le savent, mais le département de la justice et le département de la sécurité intérieure des États-Unis n'ont aucune compétence fédérale, sur plus de 19 000 agences de maintien de l'ordre et 8 000 sociétés de sécurité privées. Il n'y a littéralement personne aux commandes. Incroyable. Il y a 1,5 million d'agents de sécurité et environ 1 million de professionnels des forces de l'ordre, soit 2,5 millions de personnes. Et ils essaient de sécuriser le pays avec l'équivalent technologique d'un crayon à papier et d'un bloc-notes. Chaque chef de police et chaque shérif a son budget, mais avec 30 ou 40% de sous-effectifs, il manque de fonds pour la recherche et le développement. C'est comme vouloir inventer un nouveau gadget sans moyens. Ça n'existe pas, et encore moins du côté de la sécurité privée. Et c'est là qu'il y a une opportunité de réformer toute une industrie qui fonctionne encore avec un crayon à papier et un bloc-notes. Et pour moi, il y a un manque total de leadership. L'une des choses les plus exaspérantes pour moi, c'est que je ne crois pas que les fondateurs de notre pays auraient jamais imaginé que nous construirions une société où aller travailler, aller à l'école ou aller au cinéma comporterait littéralement le risque d'être abattu ou tué. Si vous additionnez l'impact économique négatif de la criminalité sur les États-Unis, chaque année, cela représente 2600 milliards. Wow, oui, je suis juste abasourdi. Un crime violent, toutes les 26 secondes. Un crime contre les biens, toutes les 4 ou 5 secondes. Nous ne devrions pas vivre ainsi. Ce n'est pas acceptable. Le secteur privé doit assumer ses responsabilités et proposer des innovations et une architecture adéquate pour vraiment résoudre le problème. J'aime beaucoup ce que tu dis sur le fait que cette industrie est prête pour une révolution. Parlons de la création de ton entreprise. Qu'est-ce qui t'a inspiré à te lancer et à te dire, écoute, je veux résoudre le plus grand problème aux États-Unis, la sécurité. Était-ce une passion pour tes concitoyens ou ton pays? Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer cette entreprise? Sans ordre particulier, c'est probablement 3 choses si je prends vraiment le temps de réfléchir ou de regarder en arrière. Je pense que la première, c'est clairement que je suis né à New York. Quelqu'un a attaqué ma ville, le 11 septembre. Je suis encore profondément en colère à ce sujet. J'ai donc choisi de consacrer ma vie à mieux sécuriser notre pays. En tant qu'ancien cadre automobile, je crois que la technologie autonome et les véhicules autonomes vont bouleverser le monde. Je ne suis pas forcément dans... Je suis un peu en profond désaccord sur la façon de commercialiser cette technologie. Et nous prenons une voie un peu différente. Et la troisième raison, je pense qu'elle est plus personnelle. Ma mère est née à Bogota, en Colombie. Mon père est né près de Shanghai, en Chine. Ils se sont rencontrés à New York. Incroyable. Et ce pays leur a offert, ainsi qu'à moi, une vie incroyable. Et donc j'ai l'impression d'avoir une sorte de dette à rembourser. L'invité d'aujourd'hui concerne chacun d'entre nous. Votre argent, tout d'abord, voici jusqu'à 350 € de bonus pour commencer. C'est vraiment une première pour moi. Alors, pourquoi a-t-on l'impression que la plupart des gens ont peur d'investir leur argent? Car ils ne peuvent prédire la bourse? Alors, quelle est la solution?
Toutes ces fluctuations me stressent, donc je préfère quand je suis placé sur Mintos. Qu'est-ce que Mintos exactement? Ici, c'est Mintos. J'investis dans des prêts et je génère des rendements stables allant jusqu'à 11%. D'accord, maintenant c'est intéressant. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour. Donc, au lieu de deviner le marché, ici, tout est structuré. Vous choisissez le rendement, la durée et le niveau de risque. Tout est défini à l'avance, et si vous ne voulez pas tout gérer manuellement, il existe des portefeuilles automatisés. Alors si je comprends bien, quand les gens ne contrôlent pas leur argent, je les contrôle. Et avec Mintos, ils me contrôlent. Recevez jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Les liens sont dans la description, les QR codes juste ici. Des rendements stables, aucune surprise pour vos investissements, et en plus de ça, un bonus. Ne ratez pas ça, et bonne chance. Oui, très patriotique. Et c'est aussi une histoire incroyable pour ta famille. Voilà. Et je voudrais parler un peu de ton expérience à l'étranger, parce que je sais que tu as travaillé sur 4 continents différents. Et tu sais, beaucoup de nos spectateurs de longue date sur cette chaîne savent que j'ai vécu en Asie pendant plus de 10 ans. Et en fait, j'ai vécu en dehors des États-Unis pendant plus de 15 ans. Donc, je pense qu'une grande partie de ma chaîne et une grande partie de mon évolution, c'est justement de vivre à l'étranger, d'apprendre d'autres cultures et ce genre de choses. En quoi ces expériences t'ont-elles aidé à devenir un meilleur leader et à diriger cette entreprise? Les humains sont hilarants. Je veux dire, tu sais, la culture japonaise peut être, tu sais, très formelle. Deux voisins qui vivent l'un à côté de l'autre depuis 25 ans s'appellent encore monsieur. Un tel, exactement. Vous savez, Vous allez au Brésil, votre famille, quand elle se retrouve, c'est des câlins, des bisous et tout le reste. Exactement. La différence, c'est le temps que ça prend. J'étais dans une équipe où plusieurs pays étaient impliqués, donc on devait vraiment préciser comment on allait fixer une réunion. Par exemple, on va se retrouver à 15h heure allemande. Tout le monde savait que ça voulait vraiment dire 15 heures, et pas, vous savez, 19 heures. À l'heure italienne, espagnole ou brésilienne. Mais c'est drôle, je pense qu'il y a toujours une fascination pour la technologie, peu importe le pays d'où l'on vient. Les robots réveillent l'enfant qui sommeille en chacun, que ce soit chez les enfants ou les adultes. J'ai compris ces dernières années que l'équipe qui t'entoure et les compétences que tu possèdes sont vraiment importantes, qu'il faut vraiment investir dans les bonnes personnes. Et il faut tout autant s'assurer que ceux qui ne peuvent pas ou ne devraient pas faire partie de l'équipe doivent en sortir. Ce n'est pas seulement les opportunités de voyager et de travailler avec diverses cultures, à des rythmes différents, mais Ford a été un terrain de formation exceptionnel. J'y ai passé 10 ans, occupé 12 postes, sur 4 continents. C'était un terrain de formation incroyable pour voir concrètement comment une entreprise fonctionne, ou parfois ne fonctionne pas. Et je n'aurais échangé ça pour rien au monde. Ça m'a vraiment préparé à réussir. oui, absolument. Je vais entrer dans les détails de Knightscope parce que l'une des technologies que tu as ici, ce sont évidemment les robots. Et la robotique est une grande partie, mais tu ne décris pas ton entreprise comme une entreprise de robotique. C'est une entreprise de sécurité autonome. Je voudrais que tu expliques à nos invités un peu plus ta vision et comment tu utilises la robotique dans cette industrie. Notre mission à long terme, aussi extravagant que cela paraisse, est de voir si nous pouvons faire des États-Unis d'Amérique le pays le plus sûr du monde. Cela semble ridicule, mais maintenant, après avoir travaillé sur ce problème pendant plus de 10 ans, nous savons comment y parvenir. Il nous suffit juste de passer à l'action. Je ne suis pas un roboticien, j'étais un passionné d'automobile. Je tente juste de résoudre le problème. Et comme je l'ai dit au congrès, si vous savez, des bandes de papier, des élastiques et des trombones pouvaient résoudre le problème, alors nous allons construire des usines d'élastiques et de trombones. Il se trouve que la criminalité est un problème sociétal récurrent. Elle existe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle nécessite une présence physique pour dissuader les activités malveillantes. Cela demande une conscience situationnelle pour comprendre ce qui se passe autour. Et ensuite, il faut une capacité d'intervention. La technologie, la robotique et l'IA peuvent jouer un rôle important en donnant aux humains des capacités surhumaines pour être à plusieurs endroits en même temps. En mettant en place un facteur de forme différent pour leur permettre de faire leur travail beaucoup plus efficacement. Donc, nous construisons la première force de sécurité autonome du pays. C'est une combinaison unique de matériel, de logiciels et d'humains dans la bonne proportion pour concevoir la solution adéquate pour cet endroit particulier. Et c'est précisément ce qui manque vraiment dans le secteur.
Et je pense que c'est là qu'il y a une énorme opportunité. Donc, vous savez, je veux que vous l'expliquiez un peu à nos invités ici parce que, vous savez, plus tôt ce matin, nous avons fait une visite des installations, ce qui était incroyable parce qu'ici, au siège, vous savez, c'est une excellente étude de cas, n'est-ce pas? Vous avez ce bâtiment carré ici et vous disposez de multiples points clés pour obtenir un rendu 3D complet du bâtiment. Vous savez, vous pouvez voir où tout le monde entre. Je veux dire, est-ce vraiment applicable à tous les types d'entreprises? Je veux dire, est-ce quelque chose que nous devrions voir sur les campus universitaires? Dans différentes écoles, vous savez, dans toutes sortes d'entreprises. Parlez-nous un peu plus de la façon dont ce système fonctionne réellement. Je dis souvent que le champ de vision, ou FOV, est l'ennemi. Si vous surveillez un lieu à distance ou que certains de votre public utilisent une caméra Ring ou sont en appel sur Zoom, et là c'est vous, c'est ça? Vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a à gauche de la personne, aucune idée de ce qu'il y a à droite. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a derrière vous. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a devant vous. Mais c'est tout ce que je vois. C'est ça. C'est ce que l'analyse de sécurité doit faire pour essayer de sécuriser un site à distance. Et parfois, la caméra est placée en hauteur et filme le sommet de la tête de quelqu'un. D'accord. En quoi cela est-il utile? D'accord. Donc, ce que nous développons avec notre nouvelle plateforme logicielle d'orchestration Signals, nous allons le dévoiler au GSX. C'est une grande conférence en septembre à Atlanta cette année, et nous serons opérationnels au cours du 4e trimestre. Est-ce que vous pouvez utiliser la technologie des jeux vidéo? Est-ce que vous pouvez utiliser les jumeaux numériques et beaucoup de fusions de capteurs très poussées pour créer un modèle 3D de la zone? Vous essayez de sécuriser. Et ensuite utiliser tous les moyens dont nous disposons, les robots, les dispositifs fixes, les humains, pour maintenir ce jumeau numérique à jour. Ainsi, l'analyste peut réellement être l'œil dans le ciel, omniscient et omniprésent. Je sais littéralement tout, et je suis partout. Ce niveau de pouvoir donner à un analyste de sécurité, maintenant, il ou elle peut vraiment sécuriser l'endroit. Parce que beaucoup de ces tâches sont comme « Je ne suis jamais allé dans ce secteur, ni dans cette installation, et j'ignore où est placée la caméra, mais je dois quand même aider mes coéquipiers à sécuriser l'endroit. » L'une des grandes choses dans la Silicon Valley, c'est la quantité de technologie, mais souvent utilisée à des fins futiles. Dans ce cas précis, nous pouvons réutiliser une quantité incroyable de technologies LIDAR, de technologies de caméra, de jumeaux numériques, de fusion de capteurs, d'agents IA, d'algorithmes et autres, pour vraiment développer un projet qui sert les intérêts de la sécurité nationale des États-Unis. Oui, c'est fantastique. Monsieur Lee, j'aimerais évoquer votre récente acquisition d'une entreprise de sécurité traditionnelle. C'est intéressant. Beaucoup pensent aux robots. Ils pensent à l'IA. Et le grand message que l'on entend souvent, c'est que, vous savez, les robots vont prendre le contrôle du monde. Ils vont remplacer les humains. L'IA devient incontrôlable. Nous allons approfondir l'IA et la façon dont vous l'utilisez dans l'entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi acheté une entreprise de sécurité traditionnelle. Et je voudrais comprendre un peu plus ce qui se cache derrière cela. Quelle en est la raison? Comment voyez-vous cela intégré à votre entreprise à l'avenir? Non, vous avez raison. Les robots arrivent, prendront nos emplois et tueront tout le monde. Je plaisante. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses à considérer. La technologie à elle seule ne peut pas tout faire. D'ailleurs, les humains non plus. Cependant, si vous pouvez concevoir la bonne combinaison pour permettre à cette personne d'avoir presque des capacités surhumaines, là vous tenez quelque chose. C'est ça. Et donc nous avons passé plus de 10 ans à développer de nouvelles technologies, en essayant de faire évoluer cette industrie. Et ce que j'ai dit au Congrès, au département de la sécurité intérieure et au Pentagone l'an dernier, cette nation est fondamentalement accro à 3 choses. Les agents de sécurité, les caméras de vidéosurveillance et les systèmes de gestion vidéo fonctionnant sous Windows. Et elle ne veut pas changer. Et donc, nous avons eu cette discussion interne avec le conseil d'administration où, d'accord, il y a tous ces experts en technologie, et peut-être plus de 5000 employés, répartis dans différentes entreprises, qui depuis plus de 10 ans développent de nouvelles choses pour bouleverser l'industrie de la sécurité. Et puis il y a, vous savez, 3 grandes sociétés de gardiennage. Je vais les appeler des sociétés de mise à disposition de personnel, qui emploient environ un demi-million de personnes aux États-Unis et génèrent 20 à 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Un demi-million de personnes contre 5000. 1%. Pourquoi ce ratio n'a-t-il pas changé? Est-ce que tu affirmes que tous ces PDG sont idiots? Ils sont tous stupides, leur conseil d'administration est incompétent. Personne ne développe de nouvelles technologies, produits ou services de qualité. Ils ignorent ce qu'ils font. C'est ça. Y a-t-il autre chose qui ne va pas? J'ai souvent des ennuis en disant cela, mais je pense que c'est vrai, donc je continue. La plupart des directeurs de la sécurité servent leur pays comme ils le jugent le mieux. Et ils sont généralement d'anciens militaires, d'anciens membres des forces de l'ordre, peut-être d'anciens du NYPD, du FBI, peu importe.
exceptionnel pour désamorcer les altercations physiques. En réfléchissant. La conservation des preuves. La chaîne de conservation des preuves. En réfléchissant à la façon dont cela va être géré au tribunal. En réfléchissant à tous les aspects de sécurité physique. Pour la plupart, ce ne sont pas des technologues. C'est ça. Donc toutes ces entreprises technologiques se présentent à la porte du chef de la sécurité. Est-ce que vous voudriez ce lidar? Vous voudriez ce sonar? Que pensez-vous de ce radar? Que pensez-vous de cet algorithme d'IA et ces robots autonomes? Et le gars vous regarde. Le gars vous regarde généralement d'un air perplexe. Premièrement, je ne comprends pas exactement ce que vous essayez de faire. Deuxièmement, je ne vois pas vraiment le bénéfice que je vais en tirer. Troisièmement, pourquoi est-ce que je devrais maintenant hériter de tous vos problèmes et les intégrer dans mon opération, alors que je ne sais même pas comment tout cela est censé fonctionner? Au fait, j'ai désormais 8, 10 ou 12 fournisseurs différents. L'unité de patrouille ne communique pas avec l'agent qui assure la surveillance à distance, qui elle-même ne parle pas au contrôle d'accès, lequel ne communique pas avec l'autre alarme. C'est un vrai bazar. Et si vous parvenez à réellement intégrer tout cela dans une solution agréable, réfléchie et holistique, vous allez avoir l'avantage d'améliorer les opérations pour ces personnes. Alors, pourquoi avons-nous acheté une entreprise de jardinage traditionnelle? C'est une stratégie d'entrée chez le client, puis d'expansion. Si vous continuez à essayer de vendre une solution différente et que le secteur ne veut pas changer, peut-être que la façon dont vous essayez de transmettre votre message ne passe pas. Alors, que se passerait-il si vous achetiez une entreprise qui a déjà la confiance de ses directeurs de la sécurité? Parce qu'ils savent que si je mets un agent humain là-bas, je sais ce que je veux obtenir. Je n'aurai peut-être pas tout ce que je veux, mais je connais la quantité. Mais si vous obtenez ce contrat, puis développez la relation en devenant un conseiller technique de confiance, en disant « Maintenant que nous avons travaillé sur vos sites, on remarque certaines inefficacités. Je sais que vous nous avez demandé de mettre 17 de ces gars ici, mais en réalité, vous en avez probablement besoin de 12. Et au fait, 3 d'entre eux devraient être armés. Et en fait, vous avez besoin de cette technologie, de celle-ci et de celle-là. Et nous pouvons non seulement réduire vos coûts, mais aussi améliorer l'environnement. Et peut-être qu'on devrait payer ces personnes correctement. D'accord, on a réorganisé la structure, c'est pourquoi on est parti et qu'on l'a fait. Et donc maintenant, c'est une situation très intéressante. Nous avons 434 clients répartis dans 42 États. Et donc maintenant, si on y réfléchit, si on additionne tout, cela représente des milliards de dollars dépensés en sécurité. Alors, comment pouvons-nous améliorer très prudemment notre part et la mériter, et gagner cette confiance en les aidant réellement à résoudre leurs problèmes, pas simplement en leur demandant d'acheter mon produit? C'est ça. Achetez donc une heure supplémentaire de gardiennage humain. D'accord. Je veux parler spécifiquement de la technologie parce que l'une des choses dont nous parlons beaucoup sur cette chaîne, c'est la course à l'IA. Vous savez, on entend toujours parler d'intelligence artificielle. Je pense que beaucoup de gens, même ici aux États-Unis, ne sont pas vraiment sûrs à 100% de toutes les capacités de l'IA. Parfois, beaucoup de gens pensent à l'IA, ils pensent à ChatGPT. Mais vous savez, vous utilisez l'IA depuis de nombreuses années. Je pense que vous faisiez partie des premiers à utiliser l'IA dans la robotique et vos machines. Parlez-nous de la façon dont l'intelligence artificielle intervient au quotidien chez Knightscope. Le plus drôle, c'est que pendant des années, on a demandé « Quand Knightscope utilisera-t-il l'IA ?» Je réponds « Tu penses qu'il y a un gars dedans qui pédale comme un fou ? Ces machines doivent fonctionner et se recharger de façon autonome. » Donc évidemment, il y a cet aspect-là. Il y a aussi des aspects de l'apprentissage automatique qui servent à améliorer par exemple la capacité de détection. Quel serait un bon exemple? Lecteur de plaques d'immatriculation. Ouais. D'accord, la plupart des lecteurs de plaques d'immatriculation, comme quand tu arrives à l'aéroport et que tu es arrêté par la barrière. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu t'arrêtes à la barrière? Une lumière très vive éclaire la plaque arrière, puis une caméra haute résolution prend une photo absolument magnifique d'une plaque immobile. Et ensuite, il lance la reconnaissance optique de caractère, lise la plaque, et c'est bon. Tu ne peux pas faire ça en mouvement, quand la caméra bouge, que l'arrière-plan bouge, que le premier plan bouge. Il est 3h du matin. On est dans le Kentucky, il y a du brouillard dehors. Et l'angle est un peu comme ça. S'il te plaît, lis cette plaque. D'accord. Désolé, mais à moins d'avoir suffisamment de données, tu vas avoir du mal à faire ça. Et donc, c'est une autre application de l'IA. Probablement, ce qui nous enthousiasme le plus, c'est que cela accélère énormément le développement de produits en interne. D'accord, pour vraiment pouvoir lancer de nouveaux produits et de nouvelles technologies. Ouais. Et ce qu'on craignait de devoir confier à 30 personnes pendant 2 ou 3 ans, maintenant, c'est plutôt 5 personnes en 6 mois. Ça devrait sortir. Super. Je pense que cela rejoint ce que je disais. Les humains n'aiment pas le changement. Dans la Silicon Valley, cela s'améliore, mais en entreprise, certains refusent toujours d'adopter le nouvel outil.
ce qui me paraît surréaliste. On a rencontré des gens qui disent « Non, j'ai 20 ou 30 ans d'expérience en tant qu'ingénieur. Je sais ce que je fais. Je n'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire. » Et c'est comme, donc, si je comprends bien, je vais te donner le feu, l'eau, l'électricité, Internet, téléphone portable, d'un seul coup. Et tu as au bout des doigts la connaissance du monde entier. Mais ça va, tu n'as pas besoin d'utiliser ça. Je sais pas, mec. Je ne pense pas que tu dois faire partie de l'équipe. Donc les gens qui ne sont pas prêts à adopter l'IA pour accélérer le progrès technologique de l'entreprise ne peuvent littéralement pas faire partie de l'équipe. Eh bien, je pense qu'il faut accepter le changement. Et je pense que c'est là que si on veut trouver des solutions à certains de nos plus grands problèmes, il faut s'adapter à ce changement. Non? Oui. Et donc, je pense que le changement, c'est une bonne chose. Je voudrais évoquer davantage les aspects fondamentaux de l'entreprise. Nos téléspectateurs, souvent investisseurs, s'intéressent particulièrement aux entreprises émergentes à fort potentiel. Il me semble d'ailleurs que vous venez de conclure l'un de vos trimestres les plus rentables. Je dois poursuivre le développement de l'entreprise et améliorer nos performances financières, ce à quoi nous œuvrons. Et communiquer, communiquer, communiquer. Le sort de l'action en bourse dépend du marché. D'accord. Mais nous sommes concentrés à fond sur l'entreprise et sur l'exécution. Et nous l'avons divulgué publiquement. Donc sur les 434 clients, si nous prenons seulement les 5 premiers, leur dépense totale est de 850 millions de dollars. Wow! 5 clients. Nous avons 434 clients. Ouais. Donc je ne dois pas me laisser distraire par le bruit. D'accord. Je dois simplement me concentrer sur la croissance du chiffre d'affaires, sur l'amélioration des marges brutes, sur la poursuite des investissements en R&D pour nous donner un avantage concurrentiel durable à long terme sur le marché. Et, vous savez, franchement, comme vous l'avez dit plus tôt, une partie du secteur est un peu choquée. Attendez une minute, attendez. La société de robotique autonome de la Silicon Valley a racheté une entreprise de gardiennage humain. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Et nous sommes vraiment impatients de montrer en septembre ce que nous avons accompli dans cette intégration. Oui, je pense que c'est une excellente opportunité ici. J'aimerais me projeter un peu plus dans l'avenir ici, Bill. Imagine que nous soyons assis sur ces chaises en 2036, d'accord? Dans 10 ans. Et je veux que tu imagines, si tout se passe comme tu l'as prévu, et que Knightscope continue de croître, et que l'Amérique devienne plus sûre, à quoi cela ressemblerait-il? À quoi cela ressemblerait-il concrètement? Pour l'Américain moyen, dans sa vie quotidienne dans 10 ans, si tout cela continue à se développer et si le secteur évolue et adopte les changements nécessaires? Je pense à deux choses. Je pense que pour aider les 2,5 millions d'agents et de gardes à vraiment faire leur travail, il faut mettre en réseau 1 million de machines capables de voir, ressentir, entendre, sentir et parler. Et coopérer de façon autonome, tout en fonctionnant 24. En faisant le calcul rapidement, 1,5 million de gardes, 1 million de professionnels des forces de l'ordre, soit 2,5 millions de personnes. Ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On ne peut pas faire travailler un humain sur 3 postes, n'est-ce pas? C'est exact. Il faut toujours diviser par 4. Environ 600 000 personnes protègent 332 millions d'Américains sur 50 États. Désolé, les chiffres ne collent pas. En tant que pays, vous n'avez pas assez d'agents, ni assez de gardes. Mais si vous pouvez mettre 1 million de machines pour soutenir ces 600 000, peut-être aurez-vous une vraie chance de bien le faire. Pour aggraver les choses, il n'y a que 300 000 véhicules des forces de l'ordre, et celle-ci est stupéfiante. 100 millions de caméras, dont je crois que seulement 2% sont réellement surveillés à distance. Waouh. Et puis on se demande un peu pourquoi tout ça ne fonctionne pas. Tout est mal conçu dès le départ, ça coûte trop cher, et c'est un échec. Donc je ne sais pas, je ne vais pas prédire exactement ce qui se passera dans 10 ans. Mais en gros, là où on va, c'est qu'on doit mettre ce million de machines sur le terrain, et ensuite il faut construire une entreprise qui... Et je le dis depuis très longtemps, et je ne me change pas d'avis parce que c'est ce qu'on fait. Il faut construire une entreprise qui ressemble un peu à une entreprise de défense, qui aide l'armée à dominer les champs de bataille. Mais il nous faut une entreprise axée sur notre propre territoire. C'est ça. Et ça, je pense, peut devenir une entreprise de 30 milliards de dollars. Ça ressemble un peu à Lockheed ou Raytheon, ou à Lockheed ou Raytheon, ou à Boeing, ou même à General Dynamics. Mais au lieu de cela, elle construit des outils incroyables pour les officiers et les gardiens, afin que nous puissions sécuriser correctement les États-Unis. Et cette entreprise n'existe pas encore, et c'est ce que nous avons l'intention de faire advenir.
Ouais. Bill, alors que nous continuons à observer l'évolution de cette industrie, et bien sûr, il y aura plus de robotique à l'avenir, il y aura beaucoup plus d'IA à l'avenir, y a-t-il des risques liés à cela ou y a-t-il des choses dont les gens devraient s'inquiéter? Quelles sont vos principales inquiétudes à ce sujet? Donc, avant l'électricité, disons que vous viviez dans un petit village. Vous alliez vous coucher à la lumière des bougies, vous dîniez probablement à la lumière des bougies. Et puis un jour, vos parents arrivent et disent « Eh, est-ce qu'on peut descendre jusqu'à la rue principale ? Il y a quelque chose qui s'appelle l'électricité et quelque chose qui s'appelle une ampoule. D'une manière ou d'une autre, on peut voir l'ami. Laisse-moi aller voir. » Eh bien attends, j'ai vu l'électricité tuer des gens. C'est plutôt dangereux. C'est vrai. J'ai aussi vu des véhicules tuer des gens. J'ai vu l'eau tuer des gens aussi. J'ai vu le vent tuer des gens. On devrait tout interdire. C'est ça. Le niveau de stupidité est incroyable. Chaque capacité puissante comporte des risques inhérents. Mais nous, en tant qu'êtres humains intelligents, devrions avoir un peu de bon sens quant à la façon de l'utiliser. Ouais. Par exemple, avez-vous interdit l'électricité ? Ça paraît ridicule, mais c'est un peu le même débat, non ? C'est dangereux, ça doit être réglementé. D'accord, je pense que les avantages l'emportent de très loin sur les inconvénients. Y a-t-il un risque ? Absolument. Il y a des personnes mal intentionnées partout, pour presque tout. Cela semble terrible, mais la criminalité reste un problème récurrent dans la société. Nous avons un modèle économique à revenus récurrents pour ce problème sociétal récurrent. Donc le risque, vous savez, je dis ça à moitié en plaisantant, les gens craignent les robots, mais moi je m'inquiète plutôt pour les humains. Genre, vous vous êtes déjà observé ? Vous savez, toute cette activité criminelle, c'est 2,6 billions de dollars d'impact économique négatif chaque année aux États-Unis. C'est un robot qui a fait ça ? Un algorithme a fait ça ? L'IA a fait ça ? Non. Un humain était au centre de chaque crime. Donc, les gens doivent se détendre un peu et réaliser, réévaluer où se trouvent les vrais risques. Et dans beaucoup de cas, malheureusement, ce sont les humains. C'est ça. Et vous savez, nous n'avons pas de risque de marché parce que les humains, malheureusement, sont tout aussi dangereux dans certains cas que la technologie. Est-ce que cela veut dire qu'on ne doit pas être réfléchi et prudent ? Bien sûr, il faut être réfléchi et prudent. Je suis encouragé par le dialogue continu entre le gouvernement et les entreprises du secteur privé. Personne n'est parfait, chacun fait des erreurs, mais au moins nous en discutons et réfléchissons ensemble. Nous savons qu'il y a un problème et les gens essaient d'agir en acteurs responsables. Vous pouvez critiquer les gens en ligne et dire des choses terribles, mais la plupart, ici en Silicon Valley, essaient vraiment de agir au mieux pour le pays. C'est très important. En pensant à l'avenir, je voulais poser cette question car elle rejoint notre principe évoqué plus tôt. Accepter le changement, n'est-ce pas? Nous devons accepter cette nouvelle technologie qui arrive. C'est intéressant. Elon Musk a récemment déclaré qu'il pense que la robotique deviendra en fait une partie beaucoup plus importante de l'activité de Tesla que les véhicules électriques un jour. Êtes-vous d'accord avec cela? Pensez-vous que la robotique va devenir aussi importante pour ces grandes entreprises et qu'elle va simplement devenir une partie majeure de notre monde à l'avenir? Elon a raison. L'équipe de Tesla a accompli des avancées majeures en énergie, batterie et véhicules électriques. Il ne faut pas parier contre elle, n'est-ce pas? Déterminée, intelligente. Des personnes concentrées. Et ce que j'aime vraiment dans ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne pensent pas qu'ils vont simplement aller se fournir quelque part dans la chaîne d'approvisionnement. Quel est le véritable problème que vous avez? Laissez-moi concevoir cette solution. Et puis, avec toutes les capacités que j'ai entre SpaceX et Tesla, je vais fabriquer physiquement cet actionneur nous-mêmes. N'est-ce pas? Avec le bon profil thermique et électrique, peu importe ce que c'est, ou le poids. Concevoir tout pour cette solution est fascinant. Cela commencera surtout en intérieur, alors que notre activité est majoritairement en extérieur. Je pense qu'il y a une convergence de tous ces éléments un peu fous pour que cela se produise. La robotique existe depuis très longtemps. Beaucoup de films, beaucoup d'absence de progrès, beaucoup de projets non financés, beaucoup d'échecs. Pourquoi? Parce qu'au final, la robotique est l'un des cas les plus typiques d'ingénierie des systèmes. Nous embauchions de nombreux roboticiens, et, avec le temps passé ensemble, on voit bien que vous n'en êtes pas un. Vous êtes un ingénieur logiciel, qui travaille simplement sur des robots. C'est ça, un vrai roboticien maîtrise la mécanique des fluides, la thermodynamique, le micro-logiciel, les matériaux, toutes sortes de choses pour faire fonctionner ce système. Et ce qui est plutôt excitant, c'est que vous avez du calcul en périphérie, des algorithmes, des innovations dans les batteries, les télécommunications, des capteurs moins chers. Il faut que tout cela converge, n'est-ce pas?
pour réellement faire du robot une réalité. C'est pourquoi nous sommes optimistes pour Knightscope. C'est le bon moment et le bon endroit. Exactement, et les 10 prochaines années vont être absolument fascinantes. Je dirais aussi que je ne pense pas que la société, et certainement pas le gouvernement fédéral, comprennent ce qui est sur le point d'arriver. J'ai probablement eu environ 36 réunions dans les couloirs du Congrès l'année dernière, et tout le monde est plutôt concentré sur ChatGPT, les LLM et ce genre de choses, et ils ne sont même pas assez informés pour poser les bonnes questions. Donc passer du temps avec vous pour essayer d'informer les gens est, je pense, un aspect important pour moi. Absolument. Où voyez-vous l'entreprise dans 10 ans? Comme vous le savez, nous l'examinons d'un point de vue d'investissement et j'aimerais en savoir un peu plus sur votre vision à long terme pour cette entreprise. Jusqu'où pensez-vous que cette entreprise peut aller? Je sais que vous avez dit plus tôt que votre objectif audacieux est de transformer l'Amérique en le pays le plus sûr du monde. Évidemment, c'est un excellent objectif. Où serez-vous dans 10 ans? Jusqu'où l'entreprise peut-elle aller? Quelle est votre vision? Je pense que nous avons une chance de créer une entreprise de 30 milliards de dollars. J'ai fait les calculs dans tous les sens. Et il n'y a aucune raison technique. La seule chose, 2 choses bloquent ou ne sont pas des catalyseurs. La première, c'est qu'il faut juste du temps pour exécuter tout ça. Mais la seconde, c'est simplement le comportement humain, la volonté d'adopter ce changement. On peut créer la meilleure technologie, mais sans mise en œuvre et déploiement à grande échelle, cela ne sert à rien. Ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, passer du temps à mieux comprendre les motivations des clients, comment obtenir des résultats pour eux va être vraiment important. Mais est-ce que je crois qu'on peut construire une entreprise de 30 milliards de dollars avec un portefeuille très large de technologies? Comme je dis souvent, essayer de sécuriser le dessous d'un pont, c'est pas la même chose qu'essayer de sécuriser une école, n'est-ce pas? Donc vous allez avoir besoin de toutes sortes de technologies, dans des formats vraiment petits jusqu'à extra grands, sur Terre, en mer et dans les airs, pour vraiment apporter une contribution et un impact positif. J'ai publié un message récemment, je crois, le 4 juillet, pour notre 250e anniversaire. Il s'intitule, en gros, « Mon ennemi ». Mon ennemi, c'est toute personne qui cherche à faire du mal aux Américains ordinaires. Et avec mon équipe, je construis un ensemble de technologies. Je suis un fervent adepte de la doctrine de la force écrasante. D'accord. Il s'agit essentiellement d'avoir suffisamment de capacité pour que toutes ces absurdités cessent. Alors, faisons une pause de 30 secondes et rêvons un peu. Et si l'entreprise avait raison? Et si on réussissait? Imaginons les États-Unis comme le pays le plus sûr au monde. Parle-moi des primes d'assurance. Que deviennent les primes d'assurance? Ils vont chuter. Que devient le budget d'une municipalité? Et la volatilité des marchés financiers? Analysez la viabilité d'une entreprise locale dans une zone à forte criminalité. Quel est son avenir? Parlez-moi de la sécurité de votre famille. Que se passe-t-il si nous réalisons ce dont nous parlons? Littéralement, cela changerait tout pour tous. Oui. Encore une fois, cela paraît absurde et invraisemblable. Pourtant, c'est réalisable. Nous devons simplement passer à l'action. Oui, fantastique. Eh bien, je pense que ce qui ressort vraiment de cette interview, c'est ta passion. C'est ta passion et ta poursuite acharnée de cet objectif, qui en fin de compte vient de ton patriotisme et de ta volonté sincère de voir l'Amérique progresser et adopter cette technologie. Bill, j'ai une dernière question pour toi, surtout pour nos investisseurs, car beaucoup de personnes regardent notre émission, très désireuses d'en savoir plus sur les entreprises émergentes et les opportunités d'investissement. Si quelqu'un souhaite en apprendre davantage sur votre entreprise et veut investir dans Knightscope, quelle est la principale raison? Quelle est la chose la plus importante que tu voudrais dire à cette personne en ce moment? Je me fais souvent réprimander en disant ça, mais je le dis quand même. Donc, l'un des comportements les plus amusants que j'observe chez les investisseurs, quelle que soit leur catégorie, que ce soit des family office individuels, des multi-family office, des hedge funds, des fonds de private equity, des VC ou des business angels, quel que soit l'investisseur que vous voulez considérer. L'une des choses les plus drôles que je remarque, c'est que presque chaque investisseur et tout investisseur cherche des rendements exceptionnels. Il cherche l'exception, exactement. Mais littéralement, presque tout le monde a une thèse ou une recette très claire. Le fondateur ressemble à ça. L'entreprise a ce genre de bilan. Son flux de trésorerie ressemble à ça. Les marges sont à peu près comme ça. Il faut que ça rentre dans mes cases. Et c'est illogique de faire ça. Tu veux un rendement exceptionnel, mais tu as déjà la recette. Exactement. C'est un peu incompréhensible, non? Oui, c'est assez incompréhensible que certaines des personnes les plus intelligentes du monde pensent ainsi. Quand tu cherches un comparable pour Knightscope, tu n'en trouveras pas. Es-tu une entreprise de sécurité publique? Es-tu une entreprise de drone ou d'IA? Tu es une entreprise de gardiennage qui travaille sur des robots. Je ne sais même pas comment te qualifier. C'est justement ça.
Tu veux des rendements exceptionnels. Tu dois miser sur l'équipe. Et est-ce que cette équipe de direction est capable de réaliser ce dont elle parle? Ou bien, quand les choses deviendront vraiment difficiles, est-ce qu'ils vont s'effondrer, se cacher sous une pierre et pleurer? Oui. Techniquement, peuvent-ils faire ce qu'ils disent? Eh bien, ils ont déjà opéré à travers tout le pays. Ils ont construit des choses, ils les ont conçues, ils en ont assuré l'ingénierie, ils les ont fabriquées, ils les ont déployées. C'est déjà opérationnel dans tout le pays. Ils ont 434 clients dans 42 États. Genre, d'accord, donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Oui. Genre, est-ce que tu peux simplement mettre ça en œuvre? Oui. Tu mises là-dessus. Bien sûr, c'est pas un conseil financier. Je veux juste, tu sais... Je t'invite à aller jeter un tout nouveau coup d'œil à notre tout nouveau site web sur nightscope.com. Et tu pourras voir à quoi ressemble un fournisseur de services géré en tant que première force de sécurité autonome pour ce pays. Et tu sais, j'apprécie vraiment que tu aies pris le temps d'être avec nous ici chez Nightscope. Ce fut un vrai plaisir. L'un des points que j'évoque toujours en évaluant des entreprises, c'est la composition de l'équipe de direction, qui reste selon moi l'un des aspects les plus importants. Et c'est pourquoi c'est toujours une occasion incroyable pour moi de venir visiter le siège de l'entreprise, mais aussi de passer du temps avec le PDG. Parce que l'une des choses les plus importantes que j'ai remarquées aujourd'hui, Bill, passer la journée avec toi et l'équipe, c'est ressentir ton incroyable énergie, ta grande passion et ton désir constant d'excellence pour notre pays. Pour la sécurité, pour ton entreprise et pour ton personnel. Je sais que vous avez beaucoup changé, du rebranding au nouveau site web, avec une nouvelle équipe de direction, toujours à chercher à vous améliorer. Ce que je retiens de ma visite au siège de Nightscope, c'est votre quête constante d'excellence. Et ça a vraiment été un immense plaisir. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour le pays et pour cet objectif de faire de l'Amérique le pays le plus sûr, de sauver ce pays et le monde. Je pense que c'est un objectif très ambitieux et certainement un objectif auquel tous les Américains adhéreraient. Je vous remercie. Absolument. Voilà, c'est la fin de notre interview et de ma journée ici au siège de Nightscope. Pour en savoir plus sur l'entreprise, nous mettrons la présentation destinée aux investisseurs. Symbole boursier. Tout ce qu'il faut savoir sur cette entreprise est décrit ci-dessous. C'est tout pour aujourd'hui ici. Merci à tous et nous avons hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochaine vidéo.